Hola, je suis Jeanne Van Haaf et je te souhaite la bienvenue dans le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance, la 3e saison de mon podcast. Régulièrement, j'essaye de me présenter, j'essaye de pitcher mes histoires parce que je ne suis pas toujours à l'aise avec l'exercice. Non pas que je n'ai pas des choses à en dire, mais peut-être à trop en dire. Je ne sais pas synthétiser, c'est peut-être pour ça que je suis romancière. Et du coup, mon but est de répéter jusqu'à ce que un jour ça fonctionne. Ça va devoir fonctionner parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Et du coup, cette fois-ci, je vais présenter mes histoires, mais sans parler vraiment des livres, mais plutôt des personnages. Parce que, tu vois, ces illustrations que j'ai dans mon dos, ce sont des illustrations que j'ai commandées à Marie-Gaëlle Aubry. Sur les réseaux, c'est Marielle. Et quand j'ai le budget, je commande l'illustration d'un de mes personnages. Et ça a commencé avec celui-là, qui est Little John. Si tu connais l'histoire de Little John, même si tu ne l'as pas lu, je te le recommande très fortement. Little John est un homme de petite taille. Mais dans les premières éditions, je n'en parlais jamais. C'est quelque chose que je voulais que la lectrice découvre en même temps que l'héroïne. Mais au moment d'arriver au 10e anniversaire, à la réédition, j'ai décidé qu'il avait été un peu trop longtemps dans l'ombre, donc je l'ai collé sur la couverture. Mais au départ, je voulais parler de Little John, mais je ne savais pas comment parler de Little John sans spoiler. Du coup, j'ai pris ce que faisait mon héroïne, Mélanie. C'est une illustratrice et elle essayait de découvrir qui était Little John parce qu'il ne se montrait jamais. C'était quelqu'un de totalement anonyme. Et une des illustrations qu'elle avait faites en se disant c'est peut-être lui, c'est une image comme celle-là. Et quand j'ai vu Marie-Gaëlle en train de montrer ses dessins sur un papier brun, alors que Mélanie dessine sur du papier craft, je lui ai demandé si elle était OK pour dessiner l'image de Little John, une image que je pouvais partager. Et voilà comment cette collection a démarré. Voilà, elle remonte un peu encore. J'attends d'être extrêmement riche pour couvrir tout extrêmement émeu. Et en cette 3e saison, et c'est une des rares fois où je vais faire du montage dans mon podcast, parce que normalement, je tourne d'une traite, c'est une longue conversation, donc s'il y a des blancs, il y a des blancs. Si je cherche mes mots, je cherche mes mots. Il n'y a pas de coupure, pas de montage, rien du tout. Tel que je tourne, je publie. Quoique, j'augmente le volume. Au moment de publier, j'augmente le volume. C'est le seul montage que je fais. Je coupe le début. Là, quand on est en train de cliquer pour commencer à tourner. Et là, quand on clique à la fin du genre, bye. Clic. Donc, je coupe le début et la fin. J'augmente le volume et c'est tout le montage que je fais pour mon podcast. Mais pour le coup, je vais couper. Je vais faire une pause parce que je vais décrocher toutes mes illustrations parce qu'il est temps de changer un peu la disposition. Et pas seulement ça, c'est que j'en ai plein, donc on ne peut pas avoir tout le temps les mêmes personnes devant. Donc je vais faire une coupure, je vais récupérer les illustrations et je vais essayer de pitcher mes romans à travers mes personnages. Et on va croiser les doigts que ça fonctionne un peu mieux. Vous voyez ce que... Là, je clique. Je suis de retour pour rejoindre mon retour. Je sais même pas d'où vient cette référence, mais faites semblant. Je sais pas comment on dit en France les gens. Il y a des choses qui m'échappent, que j'utilise mais qui m'échappent. Donc, le mur est vide. Ça fait bizarre. Et j'ai récupéré ma galerie. Le truc, c'est que je suis quelqu'un de minimaliste. Je ne l'étais pas. J'étais
très maximaliste, je crois que c'est un pléonasme, j'ai dit maximalisme jusqu'à ce que je rentre en Angola et j'apprenne à vivre d'une valise. À partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais vivre d'une valise de 15 kilos, j'ai commencé à voir mes possessions d'un autre œil. Et aujourd'hui, posséder des choses est quelque chose de compliqué. Je n'aime pas l'idée de posséder. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre pour les autres, vous faites ce que vous voulez, mais j'aime pouvoir ne pas avoir des choses. En fait, avoir des choses, c'est comme un poids pour moi et c'est quelque chose que je ne veux pas. Pour le coup, mes illustrations, c'est une de mes possessions les plus chères. Pas du côté monétaire, mais du côté émotionnel. Et des genres, je range mes affaires, je mets ça dans une pochette plastique, bien protégée, je me promène, je me balade et ils seront toujours avec moi. Et c'est le genre de possession auquel je tiens parce que je peux les prendre avec moi, du genre, c'est léger, ça ne prend pas beaucoup de place et voilà. Donc, au-delà de toute considération philosophique, je vais donc essayer de parler de mes histoires en partant de mes protagonistes. Donc, bien sûr, je n'ai pas tous mes protagonistes, je n'ai pas les protagonistes de tous mes derniers romans, par exemple toute la série Kalahari. Ah, j'adorerais. J'ai hâte de pouvoir recommander à Marie-Gaëlle quelques nouveaux personnages parce que je suis triste sinon. J'adore les regarder. Alors, en fait, quand je vois une illustration avec un de mes personnages et je suis toute chose, j'imagine commencer d'avoir d'avoir ces histoires adaptés à l'écran, que ce soit des films, des séries, des dessins animés, peu importe, du genre pièces de théâtre, du genre voir ces personnages prendre vie, c'est quelque chose. Et j'adore ça, j'adore l'exercice, j'adore expliquer à Marie-Gaëlle, écoute, voici comment je vois mes personnages, voici comment je les imagine, voici comment ils s'habillent, etc. Voici leur carrure, voici leur façon d'être. Et mais un jour, univers, si tu m'écoutes, un jour j'aurai mes histoires adaptées à l'écran, peu importe le format, film, série, live action, dessin animé, manga, animé, je prends tout. Je veux tellement voir mes personnages en chair et en os ou en 3D. Dépendant du truc. Donc, commençons. En fait, j'ai juste pris, je n'ai pas mis ce truc dans l'ordre. Ça, il se peut qu'il y ait un tome 3 ou un tome 2, mais voilà. Hey! Lui, c'est Léon Taïeb. Léon est le héros des yeux de Léon. Hello. Léon est aveugle. Il est devenu aveugle après un accident quand il était gamin. Sa mère était au volant. D'où la canne. Il est méditerranéen poilu et je peux dire que Marie-Gaëlle a adoré lui dessiner des poils. Hey. Léon est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Il adore sauter au parachute, il adore se promener, écouter de la musique, danser. Il ne se prend pas au sérieux. Il est kiné. D'où la blouse. Il est kiné, donc c'est quelqu'un de très social, de très jovial, extroverti, mais il est loin d'être parfait. Il est extrêmement loin d'être parfait. Il peut être cynique par moment, il peut être impatient par moment, surtout envers sa mère, parce que sa mère, ça fait 20 ans qu'elle s'en veut, qu'elle souffre de cette culpabilité parce que c'était elle au volant. Et donc, lui et sa mère, c'est l'amour fou, mais c'est compliqué, on va dire comme ça. Donc, Les yeux de Léon, c'est une histoire où c'est un Friends to Lovers plutôt.
Strangers to Friends to Lovers. Quand mon héroïne Anaëlle, et qui est caissière dans la supérette, dans la rue dans laquelle Léon vit et travaille, genre il a quelques mètres à faire entre son immeuble et le cabinet, et entre les deux il y a la supérette dans laquelle il va tout le temps. Quand Anaëlle perd son travail, il est le seul à la voir, entre guillemets, il est le seul à l'attendre, il est le seul à tendre la main. Et il est quelqu'un de génial et d'humain et chiant parfois. Mais voilà, ça c'est Léon Taïeb, des yeux de Léon. Les yeux de Léon, c'est disponible uniquement dans le bundle, dans la sélection d'été Amour, mon œil et 2 tasses de thé. Je compte le rééditer un jour avec une nouvelle couverture, etc., papier et numérique. Mais pour l'instant, pas de date. Je n'ai pas de date prévue, comme ça je n'ai pas d'annulation. Je n'ai pas dit je vais changer de date. Non. Ça sera fait quand je ne sais pas encore. Ce beau gosse, est-ce qu'on le voit bien? Lui, c'est Victor Lévy, un des 2 héros de ma première romance MM publiée, qui est Place Vendôme en hiver. Regardez-moi ce beau gosse. En fait, Victor est quelqu'un qui a du mal. Il a du mal avec le monde, la société dans lequel il vit. Il a grandi dans l'idée qu'il doit jouer un rôle selon le genre qu'il a, selon les attentes des gens qui l'entourent, selon les attentes de ses parents, alors que c'est pas les parents qui lui ont demandé. Et du coup, il s'est mis dans il s'est mis dans ce carcan, dans cette prison qui est que pour chaque situation, il a un personnage. En fait, il est tous ces personnages, mais il fait en sorte que chaque facette de sa vie ne se touche pas, ne se frôle pas. Donc, avec ses amis, il est quelqu'un. Au travail, il est quelqu'un d'autre. En amour, il est quelqu'un d'autre. Avec sa fille, Sarah, qui a 5 ans, il est encore quelqu'un d'autre. Et c'est très compliqué parce qu'à force d'être dans les cases, il a plusieurs amours, ce garçon, et il est bisexuel, mais il n'a jamais dit à sa femme, il est en instance de divorce, il n'a jamais dit à sa future ex-femme qu'il était bisexuel. Du coup, ça va leur tomber comme ça, pouf. Il n'a jamais eu de relation ouverte avec un homme, il n'a jamais osé. Et même quand il fait la connaissance de Zachary, l'autre héros, son love interest, il a vraiment du mal à se défaire de ce rôle d'homme. Même si Zachary est un autre homme qui n'a pas besoin de Victor pour rien. Il a cette impression parce que c'est lui le plus âgé, c'est lui supposément le plus mature, etc. C'est lui qui doit faire quelque chose, c'est lui qui doit mener, c'est lui qui doit être le chef, c'est lui qui doit être le dominant. Et c'est un jeu de rôle qui ne lui est pas du tout naturel, évidemment, et il a du mal et il en souffre, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Zachary à un moment dit qu'il est en train de jouer un jeu, il a une vie de sudoku parce que tout doit être dans une case, tout doit bien sommer, tout doit être parfait, etc. Mais c'est pas une vie. Donc même quand il se met même quand il est dans une relation, quand il entame une relation avec Zachary, il est incapable de s'en sortir. Donc Place Vendôme en hiver est un des romans qui a fait un tournant dans mon écriture et je l'adore. J'adore ce roman, j'adore ce personnage. Et sincèrement, regardez le travail de Marie-Gaëlle. Ce gars, il est sexy. Au fait, pour moi, quand j'ai raconté l'histoire, Zachary était l'homme le plus beau de France. Mais regardez-moi Victor. Donc, Place Vendôme en hiver est disponible en papier numérique aux éditions Bookmark. Victor. Next. En fait, je n'ai pas d'histoire pour elle.
Parce que normalement, je commande à Marie-Gaëlle à mes personnages, mais une fois Marie-Gaëlle est en train de dessiner, elle a dit j'ai créé cette fille, elle est sortie comme ça, et moi j'ai dit mais je la veux. Je crois que j'ai une histoire pour elle, mais ce serait une histoire, elle joue avec le feu, la fille, hein. Elle joue avec le feu, donc ce serait une histoire de la fantasy, de la science-fiction, j'en sais trop rien, ce serait de l'imaginaire. Donc j'ai des bouts d'histoire, un truc de prophétie. Je ne suis pas très fan des tropes des prophéties, de l'élu, etc. Donc dans mon idée, ce serait, on cherche l'élu, mais on tombe sur la mauvaise personne un peu. Et je l'appelle Ravina, or whatever the name. Je ne sais pas quand est-ce que je l'écrirai, si un jour je l'écrirai, mais elle a des beaux d'histoire et peut-être qu'un jour je vais me dire, attends, c'est aujourd'hui. En tout cas, je la place à côté de tous les autres, je la regarde tous les jours aussi, et peut-être qu'un jour, hein, un jour ça viendra, mais elle est juste magnifique. Anaëlle, des yeux de lion. Anaëlle est d'origine tahitienne, mais elle est totalement coupée de ses origines parce que sa mère ne lui a rien appris. Elle n'a pas de contact avec la Polynésie française. La seule chose dont elle a hérité par sa mère, c'est le soin de ses longs cheveux au monoï. Donc elle est magnifique, du genre. Moi, je vais dire qu'ils sont tous magnifiques, mes personnages, mais regarde, du genre, Marie-Gaëlle, je te sais que je t'aime. Hein. Et Marie-Gaëlle, Anaëlle vient avec son lot de complexes parce que elle est tout ce que sa mère ne voulait pas qu'elle soit. Du genre, sa mère est morte, elle avait que sa mère c'était une mère célibataire, elle n'a personne d'autre, elle est seule. Et sa mère a toujours voulu qu'elle étudie bien à l'école parce qu'elle ne voulait pas qu'elle soit caissière ou qu'elle ait un de ces métiers qu'on ne considère pas dans la société. Du genre, elle voulait qu'elle ait un bon poste, etc., qu'elle s'en sorte. Et le truc, c'est que quelques années après la mort de sa mère, Anaëlle n'a pas fait d'études. Elle a du mal avec le système scolaire tel qu'on le présente, avec l'éducation nationale telle qu'on le présente. Elle est devenue caissière, ce qu'elle ne voulait pas. Elle frôle la dépression, elle mange pour le réconfort et pour le coup, elle a pris énormément du poids, autre chose que pour laquelle sa mère faisait toujours attention. Donc, elle est en train de se rendre compte 2-3 ans après la mort de sa mère qu'elle est tout ce que sa mère ne voulait pas. Et donc, non seulement elle est triste par où elle se trouve dans sa vie, sans option, sans projet d'avenir, sans rien du tout. En plus, avec le poids du fait si sa mère était vivante, elle serait extrêmement déçue parce qu'Anaëlle n'a pas réussi là où sa mère voulait qu'elle réussisse. Et encore une fois, du genre caissière, hôtesse de caisse. Genre, c'est un métier honnête, ce n'est pas un métier honteux, mais il y a dans certaines familles, dans certains milieux, on se dit que avoir ce métier n'est pas digne. Donc, il y a des moments où quand elle travaille encore dans cette supérette, et il y a des gens qui disent attention, tu vas devenir comme la dame, etc. Parce que les gens parfois parlent des caissières face aux caissières, aux caissiers aussi, face aux caissières comme si elles étaient sourdes, comme si elles n'entendaient pas ce qu'ils disaient. Il n'y a pas de respect pour la profession, il n'y a pas de respect pour les personnes qui font cette profession. Et c'est malsain, c'est désagréable, c'est méprisant, c'est condescendant. Et quand on est déjà fragile en soi, et en plus on a ces personnes-là qui n'ont aucune considération, c'est comme si on était en train d'enfoncer quelqu'un sous l'eau, alors que cette personne n'arrive même pas à flotter, quoi. Donc, Anaëlle, en plus, quand Anaëlle perd son travail à la supérette, déjà qu'elle est au plus mal, perdre son travail alors qu'elle ne sait pas vers
quoi se tourner parce qu'elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas de compétences autres que celle-là. Elle est en difficulté, mais pas seulement en difficulté financière, mais en difficulté émotionnelle. Elle est en difficulté émotionnelle et c'est là que Léon entre en scène. Et quand je parle des yeux de Léon, c'est quand j'ai eu l'idée, c'était très il y a un aveugle qui voit la vie en rose et il y a une voyante qui voit la vie en gris. Ben, c'était à peu près ça. Donc voici Anaëlle Lafarge. C'est Lafarge? Lafarge. Écoutez, ça fait longtemps. J'ai écrit ce roman il y a plus de 10 ans. C'était mon NaNoWriMo de 2013. Ça remonte à longtemps. Donc, elle est juste magnifique. Lui, c'est Tito Alba et Athènes. Tito Alba, bah, je dis chouette et frais. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Tito Alba, c'est un homme, un andalou atteint d'albinisme et c'est un métamorphe. Donc il se transforme en chouette. Mais le truc c'est que dans mon univers des contes d'Oselaire, les métamorphes sont deux esprits, ce sont des chimères. Et j'aimais l'idée des chimères que ce sont vraiment deux esprits qui se partagent un corps, une naissance. Donc leur part animale a sa propre identité. Et donc, la chouette effraie s'appelle Athènes. Et Athènes, au fait, le truc, je crois que j'ai inventé tout le décor, tout l'univers des contes d'Oselaire parce que je voulais écrire une chouette. Je vivais dans les Pyrénées, dans un petit village en haute montagne, dans un micro-village, quoi. C'est un village fantôme en haute montagne. Et un jour, j'étais en train d'écrire une nuit. Il était, je crois, 2-3 heures du mat et la lumière, l'éclairage public était toujours allumé. Comme on n'avait pas de vis-à-vis, ben, je laissais les rideaux ouverts et vu l'éclairage dehors, on voyait parfaitement ce qui se passait dehors, même à 2 heures du mat. Donc j'étais en train d'écrire et tout d'un coup, il y a une chouette effraie qui arrive. Elle arrive, elle se pose sur le câble téléphonique. Je crois que c'est le câble téléphonique qui passait de notre maison à la maison d'en face. Elle s'est posée là, majestueuse, énorme. Elle occupait quasiment toute la fenêtre. Et moi, j'étais là, waouh. Elle m'a regardé, je l'ai regardée. Elle m'a regardé, je l'ai regardée. Et j'étais là, what? Et après, elle est partie. Et depuis ce moment-là, les chouettes effraies font partie de mon émotionnel. Mais elle était juste magnifique et je ne sais pas comment un jour je me suis dit je vais écrire un personnage qui va se transformer en chouette effraie. Et ben, Tito Alba est arrivé. Et Tito Alba est le nom latin de chouette effraie. Du genre, si on connaît son étymologie, etc., ben, on aurait compris un peu plus vite. Mais, donc, au Sorbier des Oseleurs, il y a Tito qui arrive comme ça un jour à Oselaire. C'est une ville fictive aux portes de Paris. Imaginez du côté de Maison Lafitte. Il y a une petite forêt et c'est au bord de la Seine. Et il est là, juste une seconde. Et il arrive, il est un peu saltimbanque, il vit sur les terres de sa famille en Andalousie et de temps en temps il se promène dans toute l'Europe avec, j'imagine, vous voyez le truc vintage là, quand on a le bâton et une serviette avec ses affaires au bout du bâton et on se promène, voilà, c'est l'image que j'ai de lui. Et donc il débarque à Oselaire et dès qu'il débarque, une des premières personnes qu'il voit dans le salon de thé au Sorbier des Oseleurs, qui est un salon de thé qui cache un grand secret, il tombe sur Ginny et c'est le coup de foudre. Ginny est une jeune femme toute douce, elle est toute douce, elle est bienveillante, elle est jolie comme un cœur. Et leurs regards se croisent et voilà, c'est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais c'est un amour impossible et on découvre en cours de route pourquoi c'est un amour impossible. Mais voilà, donc Tito Alba est un saltimbanque, c'est un peu un vagabond.
il était supposé être juste de passage et il va arriver en France. Il va arriver en région parisienne et il va se dire que je crois que je vais rester, même contre les ordres de la patronne, parce que le Sorbier des Oiseleurs est un salon de thé où ne travaillent que des métamorphes et ces métamorphes sont toutes magiciennes parce que les contes d'Oselaire sont inspirés des contes de fées et donc les magiciennes, ces métamorphes, ont tous un bout de magie parce que ce sont elles les fées marraines et ce sont elles les sorcières aussi. Donc elles sont très ambiguës parfois. Elles sont donc les fées marraines et la grande prêtresse, la fée marraine supérieure, la patronne de tout le truc, Tantari, elle est moins marraine que toutes les autres, hein. Du genre elle est moins fée, elle est plus dure, plus stricte, plus sévère et Tito va aller au bout de ce qu'il peut faire pour l'amour. Je ne veux pas spoiler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est Harlow. Harlow de Maria. C'est l'héroïne de Faire chanter les feuilles d'automne. C'est une novella qui fait partie de la série L'amour en 5 saisons avec 4 sœurs et leur mère. Donc elle, c'est le tome 3 qu'on peut lire de façon totalement indépendante. Harlow est sourde. En fait, c'est pas qu'elle est sourde, elle devient sourde. Elle perd l'ouïe. C'est le gauche, c'est le côté gauche. Elle perd l'ouïe, c'est dégénératif et elle ne l'a pas toujours très bien vécu. Et du coup, elle prend énormément de risques et c'est quelque chose qui inquiète sa famille, sa mère, ses sœurs, parce qu'elle prend tellement de risques, c'est du genre, c'est une tête brûlée. Elle fait tous les sports radicaux et en plus, elle change de travail dès qu'elle s'ennuie, etc. Et c'est une source d'instabilité qui rend sa mère très anxieuse, mais... voilà, c'est comme si elle voulait tout faire tant qu'elle pouvait encore entendre. Parce que ce ne sera pas juste une oreille, ce sera les 2 oreilles. Et donc, c'est comme une course derrière la montre. Et elle est végétarienne, comme toute sa famille est végétarienne. Elle travaille dans un café vegan qui, en plein Londres, Canary... Pas dans la city, pas donc à Canary Wharf, c'est dans la city. Et voilà, et son histoire, c'est une histoire de deuxième chance. Parce que quand elle découvre qu'elle va perdre Louis, elle n'est pas bien, elle n'est pas du tout bien, elle décide de rompre avec son copain Wes. Et lui ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et donc 3 ans sont passés et il débarque à son café. Surprise! Et comme ça, il y a des choses à se dire. Donc, Faire chanter les feuilles d'automne est une novella dont 80% de l'histoire se passe dans la nuit. En fait, il y a un accident et le café s'écroule. Et donc, Harlow et Wes sont dans les décombres. Et ben, ils vont devoir parler. Zacharie Degaille, Zacharie Marsac Degaille. En fait, il a un nom à rallonge, mais je ne sais pas l'ordre du truc. C'est Zacharie, Père, Étienne, je me souviens plus. Mais Zacharie Marsac Degaille. Zacharie est le fils d'une grande famille. D'une famille qui a une marque qui est Marais Vendôme, qui est le leader dans le luxe à Vendôme, à Place Vendôme. Donc il vient d'une richissime famille. Il est l'héritier parce qu'il est le premier fils du premier fils.
Et sa route, son histoire, son avenir est tout tracé, quoi. Du genre, il a fait des études de commerce, des belles études, il est en train de faire des stages dans tous les départements de l'entreprise familiale. L'entreprise familiale, comme si c'était l'officine du coin. Mais alors que c'est une multinationale, il est en train de faire des stages dans tous les départements parce qu'il veut être le meilleur dans ce qu'il fait, parce qu'il ne veut pas juste hériter pour hériter, donc il veut vraiment connaître la maison de A à Z pour devenir le grand patron. Mais le truc, c'est que c'est pas ce qu'il veut, au fait. Mais il n'a pas le courage de vouloir autre chose parce que déjà, il est gay, il est ouvertement gay, il ne s'est jamais caché, il n'a jamais eu à sortir de l'armoire parce qu'il a juste imposé son premier petit ami. Et c'était un choc pour la famille, pour une partie de la famille. C'était un choc pour sa mère. Et du coup, dans sa grande famille très... la moitié l'aime, l'autre moitié le traite de tous les noms homophobes dans son dos et parfois ça traîne devant lui aussi. Et du coup, il a ce côté, au fait, vu la réaction de sa mère, il se dit que il n'a pas d'autre choix parce qu'il ne peut pas être le fils parfait de sa mère, alors il doit être le fils parfait de son père. Donc, Zacharie est quelqu'un d'extrêmement honnête. C'est mon personnage le plus honnête. Il ne cache jamais, il ne ment jamais, il n'a pas de double discours. Et le truc, c'est qu'il dit toujours, je dis toujours la vérité de 1000 façons différentes. Le silence est une vérité, les expressions du visage, c'est une vérité, l'éloignement physique est une vérité. Donc, il est toujours honnête. Mais il y a ce côté-là où il essaye vraiment de remplir un rôle que personne ne lui a demandé de remplir, mais qu'il se croit devoir remplir. Et le truc, c'est que face à Victor, il est beaucoup plus stable parce qu'encore une fois, il est ouvertement gay, il a toujours été ouvert, il n'a jamais eu à faire de coming out, il a juste dit « Regarde, c'est mon copain ». Et face à Victor qui est encore bien enfoncé dans son armoire, c'est quelque chose de plus... Ce sont des opposés. En fait, ils sont opposés pour plein de raisons, pas uniquement pour des classes sociales. Parce que Victor vient de la classe moyenne, alors que Victor vient des du genre sa famille vient... La maison familiale, c'est un château. Il vit littéralement à côté derrière la place Vendôme. Donc, ils sont pas opposés financièrement et socialement, mais de façon, l'esprit, la personnalité, etc. Donc, Zacharie ne trouve pas de plan B. Donc, tant qu'il n'a pas de plan B, il va être le meilleur dans ce plan A qui a été imposé, mais il va être le meilleur. Alors que Victor, il s'enfonce. Donc, il y a ces deux personnalités qui clashent. Pas forcément qui clashent, mais qui sont un peu comme l'huile et le vinaigre. Mais l'huile et le vinaigre vont très bien ensemble. Donc, Place Vendôme en hiver, c'est un de mes romans chouchous. Et Zacharie est un de mes héros chouchous. Et je crois que s'il était en vrai, s'il n'était pas gay, je l'épouserais. Mais je ne suis pas un homme et il n'aime pas les femmes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai déjà parlé de Little John. Et là, on peut voir que c'est vraiment du papier craft. Caution fragile. Donc, j'ai déjà parlé de Little John, de l'arrêt l'auteur des hommes. C'est disponible en papier numérique en abonnement Kindle. Summer de Maria, c'est la sœur de Harlow. Summer, c'est la Benjamine d'une famille de 4 sœurs. Elle était encore toute petite quand son père est mort et c'est l'héroïne de la novella Un très grand soleil d'été dans le ciel londonien. Oui, pourquoi faire long quand on peut... Pourquoi faire court quand on peut faire long? Pourquoi soleil? Parce que sa mère aime les noms pourris. Et si sa sœur s'appelle Harlow, sa sœur s'appelle Harlow Eve parce qu'elle est née autour de Halloween. Summer est née en été, elle s'appelle littéralement soleil d'été. Elle s'appelle Summer Sun. Dans les noms pourris, ça se pose là. Donc, Summer, c'est une histoire de romance au travail en plein été à Londres avec
autant il y a de l'open space, il y a aussi du barbecue. Et Summer, c'est la Benjamine, elle est jeune, elle est grande, elle a plus d'1,80 m, elle est métisse, elle a la peau mate, elle a les cheveux blonds, du genre une grande chevelure blonde. Elle se fait remarquer, mais elle n'aime pas se faire remarquer. Et un jour, alors qu'elle est en train de répondre à ses sœurs sur le téléphone, avec sa tasse de thé à la main, elle va contre Ethan dans l'open space et tout le monde voit sa tasse, son thé intégralement sur la chemise blanche d'Ethan. S'il ne savait pas qu'elle existait, maintenant il sait qu'elle existe, et tout le monde en fait. Hein? Donc c'est une novella, c'est léger, c'est doux, c'est pour les personnes qui veulent des histoires d'été mais qui travaillent quand même. Flora, c'est une des sœurs là-bas, c'est la deuxième. Flora, c'est l'héroïne de Tout a commencé la veille de la Saint-Valentin, et Flora Blossom, parce qu'elle est née au printemps, ça veut dire fleur floraison, parce que sa mère s'appelle Joanne en même temps, les noms pourris, ça nous connaît. Donc Tout a commencé la veille de la Saint-Valentin, il y a Flora qui reçoit un texto qui ne lui est pas dirigé. C'est une déclaration d'amour qui ne lui est pas dirigée. Et du coup, elle répond à cette personne du genre, écoutez, vous vous êtes trompé, vous allez encore à temps d'envoyer ce truc à la bonne personne. Et l'autre personne ne veut pas le faire. Et le truc, c'est qu'elle essaye de convaincre cette personne. Et comme ça, entame la discussion petit à petit. Ils discutent et Flora va tomber amoureuse par texto sans savoir qui se trouve de l'autre côté, peu importe. Genre Flora elle est bi, je crois qu'elle est pan. En fait, elle n'utilise jamais l'étiquette, elle dit juste qu'elle s'en fout du genre de la personne de l'autre côté. Donc ça peut être un homme, une femme, un ectoplasme. Donc il y a des moments où elle appelle ectoplasme, et il y a un moment où elle utilise yel, le pronom neutre, parce que elle ne voulait pas juste dire il ou elle ou il, ou voilà. Donc elle utilise le pronom neutre. C'est un exercice pour les personnes qui ne sont pas habituées, c'est un exercice. Mais voilà, le genre, elle est tellement jolie. Sérieusement. C'est tout le monde. Tout a commencé la veille de la Saint-Valentin, disponible en papier numérique, abonnement aussi. Elle, c'est Ginny. Au fait, elle vient avec Tito. C'est elle, la jolie jeune fille, jolie comme un cœur, qui attire le regard du vagabond. Et Ginny, elle est inspirée de 3 héroïnes de contes, pas forcément de contes de fées, mais de contes populaires. Et vous ne devinerez jamais avec son menton rouge, ses longs cheveux, ses yeux bleus, son teint de porcelaine et ses lèvres rouges. Elle adore les pommes. Vous voyez? Donc, j'ai fait un mix. Parce que je ne voulais pas, quand je me suis lancée dans les contes d'Auxerre, je ne voulais pas faire des réécritures des contes populaires. Je voulais juste m'inspirer, juste faire des clins d'œil, prendre des références. Du coup, Ginny Campanula. Campanula est le nom latin pour les réponses. Ginny Campanula a les cheveux longs comme réponse forcément. Elle a le teint pâle, les lèvres rouges et les yeux bleus comme Blanche-Neige. Et là, le manteau rouge comme le petit chaperon rouge. Parce que, oui, il va y avoir une course-poursuite dans les bois et c'est pas un chat qui va la poursuivre. Et donc, Ginny, c'est quelqu'un de très doux qui vit avec sa mère, et sa mère est terrible. C'est une fanatique religieuse qui n'a jamais aimé sa fille, qui n'a jamais considéré sa fille. Et pourtant, elles vivent ensemble et c'est Ginny qui paye tout pour sa mère. Du genre, elle est la seule à travailler. C'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye toutes les factures et sa mère continue de la dénigrer. Mais
Ginny se sent coupable à l'idée juste de s'en aller parce que comment sa mère va survivre. Alors que tout le monde va dire, ben, elle va n'a qu'à survivre, elle est adulte aussi. Mais voilà, donc Ginny est quelqu'un d'extrêmement doux, de généreux, etc. Elle lit de la romance en cachette de sa mère, évidemment, elle est fanatique. Elle veut trouver l'amour, elle veut vivre une histoire d'amour, mais elle veut vivre tout simplement. Et sa mère, la teigne, ne la laisse pas. Donc c'est au sorbier des oiseleurs, toujours. On a Cassandra la Zucca, parce que la Zucca, c'est citrouille au potiron, je crois. Donc vous imaginez que c'est une idée inspirée de Cendrillon et la Hello Girly, inspirée de Cendrillon, d'où la chaussure, d'où la montre, parce que dans les références, dans les clins d'œil à Cendrillon, Cassandra, elle collectionne les chaussures, elle collectionne les montres, et sa montre préférée s'appelle Minuit. Parce qu'en plus, son livre, son histoire s'appelle Tango à minuit. C'est une conceptrice rédactrice, elle travaille dans la publicité, et elle doit travailler pour la campagne de Noël de son créateur de bijoux préféré, et c'est lui qui l'a choisi parce que la nouvelle patronne, la nouvelle directrice de l'agence, elle n'allait pas le faire, une autre taille. Et donc le créateur de la montre Minuit, qui est franco-argentin, d'où le tango, il va la choisir parce qu'il a vu porter une de ses montres. C'est un peu comme, oui, du genre, elle porte la bonne chaussure? Non, elle porte la bonne montre. Donc, c'est une histoire avec un châtelain et une jeune femme qui veut s'émanciper de la directrice marâtre, sorcière, mal aimée. Mélanie, c'est l'héroïne de La Reine Auteur des Hommes. Elle est d'origine jamaïcaine. Elle est illustratrice, donc illustratrice et peintre artiste du genre. Elle pourrait être faussaire parce que sa mère, qui est artiste également, l'a entraînée pour. Mais voilà. Donc, elle est d'origine jamaïcaine. Elle vit à Londres, à Whitechapel, dans le coin de de Jacques l'Éventreur, pardon. Et c'est quelqu'un qui adore les thrillers, donc elle adore quand elle découvre que Little John écrit et qu'il écrit des thrillers, donc elle dévore tout ce qu'il écrit. C'est quelqu'un qui est méticuleux, qui aime les routines, qui aime le cadre, etc. Elle est illustratrice indépendante. Mais elle commence à travailler à 9 heures pétantes, elle a des cadres, elle n'allume pas son ordinateur de tout le week-end. Elle est vraiment très rigide dans son côté équilibre entre le travail et sa vie sociale. Elle aime aller dans des galeries, etc. Et elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle n'a jamais vu par téléphone, par mail. Et elle veut plus jusqu'à ce que Little John dise que non, il y aura pas plus. Après, c'est une romancière plus, mais Mélanie. On a Oopsie Daisy. Jade. En fait, Jade vient des noces de Jade, mais son nom officiel, c'est Martha. Martha Ribeiro. Martha Ribeiro. En fait, je la pense tellement comme Jade que j'oublie quel est son nom de gouvernement. Jade est portugaise, née en France. Ses parents étaient immigrants. Et sa mère était d'origine gitane. Sa mère était gitane. Donc Jade est d'origine gitane. Elle ne peut pas être gitane parce que son père ne l'était pas. Mais le truc, c'est qu'elle est physiquement typée. Et du coup, au Portugal, on sait qu'elle est d'origine gitane. Et donc, on la considère comme telle, même si la communauté ne la considère pas comme telle. Et elle est au Portugal. Elle vit chez sa sœur, son beau-frère, avec ses neveux, etc. Elle veut repartir en France, mais elle ne veut pas partir en France toute seule. Et du coup, elle décide de s'inscrire à une agence matrimoniale. Comme ça, elle repart en France avec un mari.
du genre, elle n'a aucun mal avec l'idée de mariage arrangé alors que sa sœur trouve que c'est un truc le plus du genre c'est bizarre comme idée. Mais voilà, elle s'appelle donc Marta, mais Jade est le nom, son nom de clan, c'est le prénom que sa mère a choisi et c'est le prénom que seulement sa famille connaît. Mais comme dans la culture, on n'utilise pas ses vrais prénoms devant des gens qui ne font pas partie de la communauté, il n'y a plus personne qui ne l'appelle Jade. Donc elle, quand elle pense à elle est Jade. C'est pour ça quand quand j'alterne les chapitres, je parle, quand c'est son point de vue, elle est Jade. Elle n'est jamais Martha, elle est Jade. Et c'est quelque chose de très important pour elle, c'est parce que elle aimerait que quelqu'un l'appelle Jade. Mais dans ce mariage arrangé, ce mariage qui n'a pas d'amour, elle ne pense pas que son mari, Jules, que son mari puisse faire partie de son clan. Donc lui non plus n'est pas au courant. Elle est en train de se dire que personne ne l'appellera comme ça. Donc, les noces de Jade, c'est une histoire de mariage arrangé via agence matrimoniale. Et c'est une romance qui se passe entre le Portugal, entre Lisbonne, la rive sud de Lisbonne, et Paris. Donc là, c'est Jade, avec tous ses bracelets. Les jumelles Mike et Paul Kowalski, elles sont les héroïnes de mon roman Aujourd'hui ne se termine jamais. De tout le tas, c'est le seul livre qui n'est pas de la romance, c'est du roman féminin. Mais si j'avais ajouté quelques scènes, ça aurait pu se transformer en romance. J'aime parler d'Aujourd'hui ne se termine jamais comme si c'était une histoire d'amour, amour au pluriel, parce qu'on parle d'amour entre sœurs, amour filial, amour de la famille, amour amical, l'amour romantique également. Donc, Mike et Paul sont deux jumelles, elles sont françaises et parisiennes, et vivent de part et d'autre de l'Atlantique, même si elles sont toujours fusionnelles. Donc, je ne sais jamais qui est gauche, qui est à droite, il faut que je vois par les cheveux. Donc, Mike est à droite, oui, c'est ma droite. Mike est à droite, Mike est psychothérapeute, elle est veuve, elle frôle la dépression, mais elle fume comme un pompier. C'est comme un pompier, comme une cheminée. Au fait, je crois que c'est en portugais qu'on dit comme une cheminée. Elle fume énormément, mais et vu qu'elle est seule, elle est psychothérapeute pour enfants en détresse qui souffrent de stress post-traumatique. Et elle s'installe chez eux entre 7 jours et plusieurs mois. C'est une thérapie en immersion 24 heures sur 24. Elle n'a rien de mieux à faire de toute façon. Et à côté, à gauche, il y a Paul. Donc c'est Mike et Paul, mais Mike s'appelle Myriam et Paul s'appelle Judith. Mais elles aiment les trucs comme ça. Paul est une danseuse chorégraphe. Elle est partie à New York et donc elle danse et elle fait des chorégraphies pour des stars de la musique, des grandes stars et pour des films, pour des concerts, des tournées, etc. Donc elles ont des vies très à l'opposé, mais elles sont en train de souffrir toutes les deux. Et elles vont essayer d'avancer, elles vont essayer de chasser les fantômes, leurs démons, en même temps, ensemble, même de part et d'autre de l'océan. Donc aujourd'hui, il ne se termine jamais. Pour le moment, c'est disponible uniquement en numérique, abonnement, Kobo, etc. Mais voilà. Ce roman-là m'a pris 15 ans à écrire. 15 ans parce que j'ai eu l'idée quand j'étais encore au lycée, en 98. Je l'ai écrit. J'ai écrit une première version au lycée, mais il m'a fallu du temps pour écrire ce que je voulais raconter vraiment. Et je suis très contente, même si ça commence à... C'était il y a longtemps maintenant. La version publiée date de 2013. Mais je suis très contente parce qu'elle a marqué, elle aussi, un tournant de mon écriture. C'est il y a de temps en temps, tous les X romans, un nouveau
un nouveau tournant dans mon écriture. Donc j'évolue et il y a des romans où je vois clairement où j'évolue. Donc elles font partie de cette évolution. Dan Mebarak, c'est une... elle a 52 ans, c'est une chef d'origine libanaise, elle est franco-libanaise. C'est une chef privée et l'héroïne de Beignets d'Anana au rhum. Et c'est une romance qui a été un peu compliquée à placer parce que apparemment les romances c'est pas pour les vieilles. Voilà, voilà. Donc Dan est sexy, sensuel et extrêmement bordélique. Et du coup, elle a signé contrat pour écrire son premier livre de recettes, mais ses archives sont dans un état calamiteux. Et pour le coup, elle va embaucher quelqu'un en CDD et ça tombe sur Patrice. Patrice Saint-André, il a la moitié de son âge, il a l'âge de son fils d'ailleurs. C'est lui qui va organiser, non seulement organiser ses archives, tout transcrire, etc. et l'aider à écrire en tout cas se lancer dans l'écriture de ce fichu livre. Mais lui, il est quelqu'un de très sérieux. Il a, à la mort de ses parents, le jour du Nouvel An, il a hérité de sa petite sœur de 5 ans. Donc il essaye de tout faire pour sa sœur. Il essaye d'être sérieux pour sa sœur, même si c'est en train de le drainer. Et Dan, qui était supposée être la plus mature, elle est celle qui est la plus intéressée, celle qui se fout totalement des limites. Et voilà, donc Beignets d'Anana au rhum, c'est une histoire doudou, c'est une histoire avec une petite gamine de 5 ans, Maya, et c'est gourmand, on mange, on pleure, on rit et on s'aime beaucoup. Le jour où je précise en début d'épisode que normalement quand je tourne, je ne fais pas de montage à part couper le milieu, le début, la fin et augmenter le volume, ben c'est aujourd'hui qu'il va y avoir du montage parce que cet épisode est beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude. Mais il y a des jours comme ça. Passons à Jules Faure, qui est le héros des Noces de Jade. C'est l'homme qui s'inscrit à une agence matrimoniale et il débarque à Lisbonne pour rencontrer Jade. Et Jules est agent d'artiste, il a des traces de brûlure et il s'est inscrit parce qu'il veut se marier. Il aime le mariage, il aime le confort, la sécurité du mariage, mais il ne veut pas tomber amoureux. Donc il ne veut pas passer par tout ce processus parce qu'il a déjà perdu une femme. Donc il recherche la compagnie, il recherche le côté binôme, mais il a peur de remettre son cœur à contribution. Et pour le coup, c'est comme ça qu'il débarque au Portugal et qu'il tombe sur Jade. Mais le truc, c'est que Jade n'a jamais fait partie, ou du moins, Jade ne faisait pas partie des critères qu'il avait dans le choix des prétendantes, un peu à la Bachelor. Mais dès qu'elle parle, dès qu'elle apparaît, en plus elle arrive en retard, mais dès qu'elle est là, il sait que c'est elle. Il sait que c'est elle. Il ne sait pas le coup de foudre parce qu'il n'est pas là pour tomber amoureux. Mais il sait que c'est elle et c'est elle qu'il veut épouser, même si elle ne coche pas les cases qu'il voulait qu'elle coche. Donc, comme je dis souvent, elle n'était pas du tout ce qu'il cherchait, mais elle était tout ce dont il avait besoin. Donc, les Noces de Jade, qui, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les Noces de Jade ont été finalistes du prix du livre romantique 2018. Et la version numérique est publiée aux éditions Charleston. La version papier est publiée aux éditions Bookmark. Et ma dernière illustration, il n'y en a plus. J'adorerais. C'est Iris. Iris,
Iris est d'origine japonaise et d'origine napolitaine, et surtout napolitaine parce que les Japonais remontent à beaucoup plus longtemps. C'est comme moi, je suis d'origine allemande. En fait, je précise que je suis d'origine allemande. Comme ça, je n'ai pas expliqué le pourquoi du comment du Van Haf. Mais les Portugais sont là depuis bien plus longtemps que les Allemands. Les Allemands, ça fait plusieurs générations qu'on n'en a pas entendu. Mais voilà, c'est le cas d'Iris, mais comme elle a les yeux en amande, on la prend toujours pour une asiatique. Et elle dit, mais non, mais moi je suis napolitaine, c'est du délit de faciès. Donc Iris est napolitaine, comme Ginny, comme Cassandra, elle est... c'est le 3e conte solaire, un arc-en-ciel dans l'obscurité. Et arc-en-ciel, pourquoi? Parce qu'elle s'habille en tout plein de couleurs, elle a les cheveux de tout plein de couleurs. Et son histoire, c'est une touche de La Belle et la Bête et La Belle au Bois dormant. Et La Belle, la Bête est mon conte préféré. Quoique, non, mon trope préféré, ce n'est pas forcément mon conte préféré, parce que s'il faut vraiment adapter le conte tel quel, ce serait de la dark romance avec du syndrome de Stockholm. Donc, j'aime parler du trope avec un des personnages qui est misanthrope, qui est différent, qui est etc. Tout ça, peu importe lequel des deux. J'aime le trope de la Belle et la Bête. Je pourrais lire tout plein de romances avec ce trope-là. Et du coup, Iris, bien sûr, c'est la Belle. Son nom est Iris Kirei. Je sais pas prononcer Kirei. J'ai aucune idée. Normalement, c'est joli en japonais. Écoutez les gens, je ne lis pas de manga, je ne regarde pas d'anime, mais je pense que c'est ça. Et Iris, c'est une fleur, c'est signifie arc-en-ciel. Donc, normalement, je suis très... je dis de faire très attention à la façon dont on nomme nos personnages, parce que ce ne sont pas les noms qui définissent le personnage. Du genre, ah oui, mon personnage est super doux, donc on va l'appeler quelque chose de super doux. Non, les gens. Les noms des personnes parlent plus des parents que de la personne. Des genres, mon nom est sorti d'un roman à conchancé, je ne lis pas de roman à conchancé, ça ne me représente pas. Ça représente pourtant les lectures de mon père. Mais voilà, du genre, les noms des enfants représentent leurs parents, l'histoire de leurs parents, les goûts des parents, la période dans laquelle ils sont nés, etc. Mais pas du tout la personnalité. Sauf pour les contes de Solaire, chaque nom que j'ai choisi a une signification. Et je me le suis permise parce que c'est un univers de magie, c'est un univers avec des métamorphes, c'est un univers avec des cupcakes magiques, avec des fées marraines, avec des sorcières, avec des méchantes sorcières, des belles-mères teigneuses, donc des figures maternelles teigneuses, parce qu'il n'y a pas que des belles-mères, il n'y a pas de belles-mères, mais j'ai décidé que chaque prénom allait être au plus près de ces personnages, parce que je voulais non seulement que ça ait des symboliques, mais rappeler les contes de fées, les contes populaires qui m'inspiraient, du genre Cassandra, parce que Cendrillon et Cendrine, ouais. En fait, quand on parle de Cendrillon, quand on adapte Cendrillon, je pense que les prénoms qu'on utilise le plus, ou quasiment tout le temps, c'est Cassandra, Cassandre ou Cendrine, ou Sandra. Mais voilà, il n'y avait pas d'autre choix pour rappeler ce côté cendre. Pour Ginny, c'était Blanche-Neige et c'est Ginny parce que Virginia. En fait, j'aurais pu l'appeler Bianca, mais pour le personnage que c'était Bianca est beaucoup plus fort que Virginia. Et mon héroïne est supposée être douce et bienveillante et mielleuse et jolie comme un cœur. Donc Virginia est beaucoup plus doux à mes yeux, à mes oreilles, que Bianca. Et Iris
je me suis servi du Kirei pour le côté label de La Belle au Bois dormant, la belle la bête. Ce n'est pas La Belle au Bois dormant, c'est lui. Mais le côté belle, voilà comment je m'en suis servi. Et dans Un arc-en-ciel dans l'obscurité, Iris est l'assistante personnelle de J. J, c'est son patron. Il vit cloîtré chez lui dans un fauteuil roulant parce qu'après un accident où il conduisait, sa fiancée est morte et il se punit. Donc il se punit, il n'a plus jamais quitté son appartement. Et du coup, Iris est son seul contact vers l'extérieur. Sa sœur est la directrice de l'agence au travail Cassandra. Et du coup, ils ne s'entendent pas du tout. Mais donc, Iris est celle qui est le contact entre l'extérieur et l'intérieur, entre le travail et les besoins, etc. C'est elle qui fait ses courses, c'est elle qui s'occupe de son courrier, de répondre à ses appels. Donc, sans Iris, J n'existe pas. Il meurt. Littéralement, il meurt. Donc, voilà. Du coup, il est la bête. Et non seulement il est la bête qui veut cloîtrer dans son château, qui est un appartement, dans un appartement qui n'a pas l'ascenseur alors qu'il est en fauteuil. Il est la bête qui veut cloîtrer, mais c'est la belle qui a tous les pouvoirs. Ce n'est pas lui qui a les pouvoirs, c'est la belle qui a tous les pouvoirs. C'est la belle qui fait la pluie et le beau temps. Et donc, à un moment, Iris est prête à démissionner parce qu'elle n'en peut plus du côté acariâtre du gars. Mais un jour, elle débarque avec des cupcakes. Et sans le savoir, ces cupcakes sont magiques. Ils sont saupoudrés de poudre de perlimpinpin. Et G en mange. Et petit à petit, les cupcakes font leur magie. Combien de fois j'ai prononcé magie? Je ne sais pas. Mais dans les contes de Solaire, la magie a une part très importante dans leur amour, dans les relations qui se construisent. Ce n'est pas des filtres d'amour. En fait, les cupcakes et tout ce qui est préparé dans ce salon de thé, dans le sorbier des oiseleurs, que ce soit les pâtisseries, que ce soit les boissons chaudes, que ce soit les salades, tout est rehaussé de magie, tout est touché par la magie et fait en sorte que les émotions qui existent déjà sont mises en avant. Ce sont les émotions, les sentiments qui existent que sont rehaussés. Donc, ce n'est pas une question de « je vais manger ce cupcake, comme ça tu tombes amoureux de moi ». Non, c'est si tu es déjà amoureux de moi et que tu n'arrives pas à l'admettre, que si tu n'arrives pas à me le dire, en mangeant du cupcake, tu vas trouver une façon de le faire comprendre, tu vas trouver le courage pour le dire ou pour montrer dans ce que tu ressens. Donc, il n'y a pas cette histoire de filtre d'amour. Je n'aime pas les histoires avec les filtres de l'amour parce qu'on force deux personnes à être ensemble, alors que ces personnes-là, dans les contes de Solaire, elles sont déjà supposées être ensemble. C'est juste que la magie c'est un coup de pouce. Et comme dit Iris, ben, parfois, il faut donner des coups de... Pas des coups de pouce, des coups de pied aux fesses pour que les miracles arrivent. Donc, cet épisode va être un des plus longs de l'existence depuis la création de ce podcast, sans compter les lives, parce que les lives sont des lives, les replays sont des... voilà. Mais, voilà. Et dire que je n'ai pas tous mes personnages. Et je pense que de toute façon, c'était tellement brouillon que je vais devoir recommencer dans peu de temps. Ouais. Donc, juste pour le plaisir.
Iris Kiré, qui est l'héroïne d'un arc-en-ciel dans l'obscurité, 3e tome des Contes d'Osler. C'est disponible aux éditions Bookmark. C'est La Belle la Bête, c'est Proximité forcée et Romance au travail. Parce qu'elle est l'assistante de son patron. L'assistante de son patron. Elle est l'assistante du héros, qui est J. Prince de Verre. J'ai dit que j'ai choisi les noms qui... voilà. Jules Faure, des Noces de Jade, agent d'artiste, qui veut se marier et donc qui s'est inscrit à une agence matrimoniale au Portugal. Donc c'est un mariage arrangé via agence matrimoniale entre opposés et c'est une romance franco-portugaise. Oui, il y a de la morue dedans. Dépendant des plats, c'est bon la morue. Dan Mevarak, c'est une chef privée qui va écrire son premier livre de recettes dans Beignets d'ananas au rhum. C'est une histoire de age gap. Elle a 52, mon héros en a 26 ans. C'est une romance au travail. Elle est la patronne, lui, il est l'assistant. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et il y a des personnalités à l'opposé aussi parce qu'elle est très ouverte, très sociale, bordélique, etc. Alors que Patrice, il est très carré, très rigoureux, très introverti, réservé, etc. Donc une romance au travail, des opposés, écart d'âge et ça mange beaucoup, 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 beaucoup. En tout cas, ça mange des beignets d'ananas à Rome. Mike et Paul, ce sont les héroïnes d'Aujourd'hui ne se termine jamais. Ce n'est pas de la romance, c'est un drame, c'est un roman féminin. On pleure un coup, mais on sourit aussi. On a des moments pour rire également. Donc ce sont des jumelles. L'une est psychothérapeute à Paris, l'autre est danseuse chorégraphe à New York pour les stars. Elles vont avancer dans la vie en train d'affronter leurs démons, les fantômes qui sont en train de leur coincer dans le présent. Elles n'arrivent pas à aller de l'avant. Et pas de trope, parce que c'est pas une romance. Jade Ribeiro, des Noces de Jade, c'est une jeune femme franco-portugaise d'origine gitane, donc dans une romance, mariage arrangé, vie agence matrimoniale, etc. Vive la morue. Melanie Gordon, anglaise d'origine jamaïcaine, illustratrice faussaire, à ses temps perdus. La réelle auteur des hommes, c'est une histoire de relations virtuelles. On tombe amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais croisé dans la rue. C'est une histoire de triangle avec deux personnes. C'est dans les situations où on a le couple, mais une des personnes de ce couple a deux personnalités. On a rencontré quelqu'un à distance qui avait une personnalité et dans la vraie vie, c'est quelqu'un d'autre. Cassandra Lazoka de Tango à minuit, c'est une romance au travail entre un client et sa prestataire. Il y a un château. Il y a un lac des cygnes, il y a des chaussures et des montres. Il y a des montres. Il y a une collection de montres. Et c'est un chouïa de Cendrillon et de réponses parce qu'il y a des bagues dans cette affaire-là. Génie qui est Virginia Campagnolo au Sorbier des Oiseleurs. C'est un mix de réponses. Blanche-Neige, le petit chaperon rouge. C'est une histoire de coup de foudre et d'amour impossible parce que ni Tito ni elle ne devraient être ensemble. C'est contre nature. Flora de Maria, c'est une histoire de relation virtuelle encore. On tombe amoureux par texto. Elle ne sait pas qui se trouve de l'autre côté, mais elle s'en fout royalement. Donc c'est une novella assez léger. Ça se passe dans... Tout a commencé la veille de la Saint-Valentin. Summer de Maria, la Benjamin d'à côté, d'un grand soleil d'été dans le ciel londonien parce qu'elle s'appelle Summer Sun, littéralement soleil d'été. C'est une romance de travail à Londres avec droit à un barbecue. Il y a un faux pari, c'est une jeune femme qui ne veut pas être remarquée, mais
se faire remarquer quand elle verse malencontreusement tout son thé sur la chemise d'un des cadres du truc. Little John de L'arrêt et l'auteur des hommes, c'est le personnage qui m'a fait commencer cette collection. Qui d'autre? Zachary Degaille, le plus bel homme de France. Place Vendôme en hiver est ma première romance MM publiée. Ce n'est pas la première romance que j'ai écrite, parce que la première romance que j'ai écrite est la suite de Place Vendôme. Au fait, j'ai écrit l'histoire de Zachary et de Victor 10 ans plus tard, alors qu'ils sont en train de traverser une mauvaise passe. Et Zachary se remémore leur rencontre. Et quand j'ai terminé cette histoire-là, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de la rencontre. Donc, Place Vendôme en hiver a été écrit après ce qui se passe 10 ans plus tard. Mais bon, c'est une autre affaire. Donc, Place Vendôme en hiver, c'est une romance MM entre des opposés. Ils sont tous les types d'opposés, il n'y a pas plus opposés que ceux-là. Harlow de Maria, c'est une histoire de deuxième chance, de proximité forcée, très forcée, parce qu'ils sont coincés dans des décombres et ils n'auront pas le choix, ils vont devoir discuter. Tito et Athènes, les héros de Au sorbier des oiseleurs. C'est Tito qui va attirer le regard de la très belle Virginia. Anaëlle Lafargue, je sais même plus. L'héroïne des yeux de Léon, c'est quelqu'un qui traverse une très mauvaise passe, qui vient de perdre son travail, qui est seul au monde, et c'est une histoire de Friends to Lovers, de Hurt and Comfort. C'est quand un des protagonistes est très concernée par la guérison, le traitement de l'autre, et elle se fait mal à l'épaule, et Léon est kiné. Donc c'est doublement de comfort. Ravina, je sais pas encore quelle est son histoire, mais elle a le don d'exister. Victor Lévy, le beau gosse de Victor Lévy, le deuxième héros de Place Vendôme en hiver. Le gars, il est tellement sexy, les gens, je sais même pas quoi te dire. Et enfin, Léon, des yeux de Léon, qui est kiné, qui est aveugle et qui est, sincèrement, il aurait pu être mon petit frère, je l'aurais secoué pareil. Donc, j'ai essayé de raconter les histoires à travers mes personnages, mais c'est un exercice, les gens du genre. Il y a des gens qui sont très doués et moi, je suis pas née avec ce don-là. Donc, il faut que je m'entraîne parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, je forge. Donc, c'était un très, 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 très long épisode. Et à la prochaine, les gens. Je suis Joanne et ceci était le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance. Ciao.